En 2024, la chroniqueuse Sophie Durocher a fait paraître un livre qui prend le titre de Où sont les femmes, dont je vais vous parler. Mon but n'est pas de faire un résumé du livre, j'espère plutôt vous donner envie de vous le procurer et de le lire vous-même. Je vais simplement vous parler de certaines choses qui ont particulièrement retenu mon attention et faire quelques commentaires personnels. Est-ce que ce livre est une critique du féminisme? En un sens, oui, mais oui et non, en fait. C'est une critique de ce que Sophie Durocher appelle le néo-féminisme. D'abord, elle distingue le féminisme universaliste, qui est le féminisme qui a défendu et qui défend encore réellement les femmes, et le féminisme intersectionnel, qui n'a que la prétention de défendre les femmes. Dès l'introduction, Sophie Durocher relate une série d'événements récents qui montrent l'effacement des femmes et je vous lis ici un passage de l'introduction que je trouve intéressant parce que Sophie Durocher relève que ni la gauche ni la droite n'est un lieu sûr pour les femmes. Voici ce qu'elle écrit. Les femmes font face à deux offensives, l'une intégriste et l'autre progressiste. La visibilité sociale des femmes se réduit comme peau de chagrin. Elle est menacée d'un côté par un rigorisme religieux et de l'autre par un moralisme inclusif. Coincées entre l'intégrisme qui les fait disparaître au nom de la pudeur et le wokisme qui les fait disparaître au nom de la bienveillance envers les marginaux, les femmes sont effacées, gommées, évincées et finissent par être oubliées. Autre passage à la toute fin de l'introduction qui montre bien que c'est le néo-féminisme qui est critiqué et non le combat féministe dont l'histoire nous permet de prendre connaissance. Alors que les féministes se sont battus pour la visibilité des femmes, les néo-féministes refusent de se battre contre l'invisibilisation des femmes. Alors, effectivement, il y a notamment la disparition des femmes dans le langage. Je vous lis un extrait du chapitre 1. Ce que je déplore, ce sont les dérives d'un féminisme qui s'est perdu dans des combats de traverse. Le congé menstruel, l'écriture inclusive, les toilettes unisexes et les vêtements non genrés, la lutte au mansplaining, m'explication, la lutte au manspreading, la lutte au man-interrupting, la déconstruction des hommes, les micro-agressions, tout en perdant de vue le problème bien plus grave qui lui pendait au bout du nez, la disparition de la spécificité féminine de l'espace public. Le féminisme a vendu son âme, non pas au diable d'autrefois, mais aux nouvelles obsessions de l'époque, à son nouveau Dieu, DEI, diversité, équité, inclusion. Petit commentaire personnel. Quant à moi, on rendrait mieux compte de ce que c'est si DEI était pour diversion, exclusion, intolérance. Mais bon, je reprends la lecture. Le féminisme a perdu de vue son mandat premier, sécuriser la place des femmes chèrement acquises au sein de la société, en totale égalité avec la place des hommes. Pendant que les néo-féministes se battent pour démasculiniser la langue française en prônant l'ajout d'un point E avec l'écriture inclusive, en inventant des mots épicènes et des formules englobantes, elles ne se battent pas contre la lente disparition des femmes. Qu'est-ce qui est le plus grave selon vous? Qu'on dise auteur au lieu d'autrice
ou qu'on dise personne ayant des menstruations plutôt que femme et trou avant plutôt que vagin. En effet, il n'y a rien d'anodin dans les changements dans le langage. Ça n'a rien d'un caprice ni d'irrationnel d'accorder de l'importance à ces changements-là que certains essaient d'imposer dans le langage jusque dans les institutions. Il ne faut pas oublier que le langage formate la pensée. Alors, c'est parfaitement sain de garder un esprit critique quand on voit que des groupes de gens veulent modifier le langage. Pourquoi est-ce que les femmes accepteraient de ne plus être des femmes, mais des personnes à utérus ou des personnes à vagin, des personnes menstruées? Les hommes ne sont pas devenus des personnes à pénis. Pourquoi est-ce qu'on accepterait que le col de l'utérus soit rebaptisé trou avant? Le pénis n'est pas rebaptisé machin avant sous prétexte de ne pas heurter ce qu'on appelle les minorités sexuelles et de genre. Pourquoi c'est seulement aux femmes qu'on veut imposer de renoncer au langage qui permet de référer à elles et aux parties de leur anatomie? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour respecter ceux qui s'identifient comme trans ou comme non-binaires? Et si oui, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas la même chose aux hommes? Et puisqu'on comprend que le langage et le fait d'avoir des mots pour parler de sa réalité peut être important pour ce qu'on appelle les minorités sexuelles et de genre, probablement que c'est aussi important pour les femmes. D'ailleurs, un cas particulièrement flagrant dont parle Sophie Durocher, quand une université a fourni un lexique LGBTQ+, dans lequel le mot lesbienne était redéfini. Une lesbienne n'est plus une femme attirée par d'autres femmes, mais un non-homme attiré par d'autres non-hommes. Les hommes homosexuels, eux, ne sont pas devenus des non-femmes attirés par d'autres non-femmes. Il n'y a rien d'exagéré, ce n'est pas un caprice de réagir face à ça. Je le répète, le langage formate la pensée. C'est parfaitement sain de garder un esprit critique face à des groupes de gens qui cherchent à modifier le langage. Sinon, bon, elle parle de beaucoup de questions liées au transgenrisme, les hommes qui s'identifient comme des femmes dans les sports féminins, Gabrielle Bouchard à la tête de la FFQ. Elle parle de voile islamique. Pour moi, tout ça, c'était très intéressant, mais c'était des sujets que je connaissais déjà très bien. Par contre, j'en ai surtout appris dans 2 chapitres en particulier, celui sur les avortements sexo-sélectifs et celui sur les femmes israéliennes dont elle parle dans le dernier chapitre, mais je vais faire une capsule séparée juste pour parler du dernier chapitre parce qu'il m'a vraiment beaucoup émue. Je vais terminer avec quelques commentaires sur le chapitre qui traite des avortements sexo-sélectifs. C'est devenu très malaisant de remettre en question les raisons d'une femme pour avorter. Mais si on veut défendre les droits des femmes, comment peut-on ne pas être scandalisé par l'avortement sexo-sélectif? Et il ne faut pas perdre de vue que l'avortement n'est pas désirable en lui-même. C'est le droit à l'avortement qu'on défend, et il faut se souvenir au nom de quel principe on le défend. L'idée, c'est que les femmes doivent pouvoir choisir ce qu'elles font avec leur corps. Avec l'avortement sexo-sélectif, il ne s'agit pas du tout de femmes qui choisissent ce qu'elles font avec leur corps. Premièrement,
on élimine le fœtus, non pas parce que la femme ne veut pas être enceinte, mais parce qu'on ne veut pas donner naissance à une fille. Et deuxièmement, là, il s'agit de femmes qui reçoivent des pressions, qui sont ciblées par des pressions sociales qui peuvent aller jusqu'à la violence physique pour qu'elles mettent au monde des fils et évitent de mettre au monde des filles. Il ne s'agit pas du choix des femmes. Alors, j'aimerais vous rappeler pourquoi ceux qui défendent le droit à l'avortement se donnent le nom de pro-choix. C'est parce qu'on veut défendre les choix des femmes. Je vous reviens la prochaine fois pour parler du chapitre sur les femmes israéliennes.